Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. On connaît peu les coulisses de ce secteur, le secteur spatial. Pourtant, la France est à la pointe de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Alors, qui sont les acteurs de ce secteur? Comment sont-ils formés et quels sont leurs métiers? On va poser la question aujourd'hui à ceux qui travaillent auprès de cette nouvelle génération d'acteurs. Avec moi en plateau, Didier Gignac. Vous pilotez la filière de l'établissement Estaca, c'est l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile qui se trouve dans les Yvelines aujourd'hui. Et vous êtes vous-même, en plus de ça, ingénieur chez Ariane Group. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec nous, depuis Toulouse, Stéphanie Lizy-Destré. Vous êtes enseignante-chercheur en conception des systèmes spatiaux, responsable du SACLab à l'école ISAE Supaéro. Bonjour et bienvenue dans cette émission Smart Space. Bonjour, merci. Alors, première question, quels sont les métiers du spatial? De quel métier parle-t-on? Parce qu'on connaît évidemment le métier d'astronaute, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Alors, qui démarre? Allez-y, Didier. J'y vais. Donc ça, en effet, il y a beaucoup de métiers donc, qui sont concernés par le spatial. Donc, on pense tout d'abord à des métiers techniques, très techniques. Donc, c'est clair que c'est plutôt ce qu'on va former dans nos écoles d'ingénieurs, donc avec dans différents domaines, que ce soit des domaines très spécifiques au spatial, comme des disciplines qu'on appelle systèmes. Alors ça parle peut-être pas forcément, mais ça regroupe de l'aérodynamique, de la propulsion, des structures, beaucoup de disciplines qui sont utilisées donc dans les bureaux d'études. Et puis, on a aussi des disciplines moins techniques. Donc, déjà des disciplines techniques, mais moins spécifiques. Donc, on peut avoir donc liées à la production, notamment, liées, comme partout, on va retrouver tout ce qui est informatique, digitalisation de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est pas spécifique au spatial, mais ça en fait partie. Et on va trouver, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va trouver en plus des disciplines qui sont beaucoup moins techniques. Donc on va avoir chez Ariane Group de la vente, des achats, liés à ça, du juridique. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui font les fusées, évidemment, voilà. Il en faut, capables de construire des fusées, de construire les moteurs, de construire tous les équipements qui vont autour. Et il faut aussi les vendre, ces fusées, vendre les vols. Stéphanie, est-ce que vous voulez ajouter une précision? Ingénieurs, techniciens, commerciaux? Alors, au-delà de ces métiers, effectivement, on va retrouver tous les métiers aussi du médical, parce qu'il y a de plus en plus d'activités autour du vol habité. Donc, vous aviez cité le métier d'astronaute, mais pour qu'un astronaute puisse réussir sa mission, vous allez avoir tous les métiers qui vont le suivre, autant sur les aspects physiologiques que les aspects médicaux, mais aussi au niveau de son hygiène, de sa nourriture. Donc, vous allez avoir tous ces métiers-là. En fait, j'ai l'habitude de dire que tous les métiers que l'on retrouve dans les autres domaines d'application, on va les retrouver dans le spatial. Alors, pas forcément avec autant de présence, mais c'est sûr que l'essentiel, ce sont ceux que Didier vient de citer, avec autour des métiers de l'ingénierie, du bureau d'études, de la fabrication et tous les métiers transverses qui vont de la qualité au commercial, effectivement. Quel métier qu'on n'imagine pas et qui pourtant existe dans le spatial, auquel on ne pense jamais? C'est une très bonne question. Effectivement, pendant longtemps, on a sous-estimé les aspects médicaux et c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Il y a aussi les aspects juridiques qui sont un métier qui est très très important et de plus en plus avec l'émergence de la problématique des débris spatiaux, donc tout ce qui va être autour de l'assurance, des aspects légaux, il y a beaucoup d'activités qui sont peut-être moins mises en avant. Oui, tout à fait. On a cité le médical. De manière générale, tout ce qui est spatial maintenant diffuse de plus en plus dans la société et va rencontrer d'autres domaines qui sont en dehors du spatial, mais qui de plus en plus font appel à des technologies spatiales. Donc, l'agriculture, par exemple, ou l'aménagement du territoire de manière générale. Donc, on voit bien que de plus en plus,
des gens formés au spatial devront travailler dans d'autres domaines que le spatial pur. Pur et dur. Pur et dur, la technique, voilà. l'ingénierie, Voilà, la fabrication. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que ça représente le secteur spatial aujourd'hui en France? Est-ce que c'est mesuré? Alors, donc, justement, donc moi, on a discuté un peu hier, j'ai regardé un peu sur Internet, donc on trouve donc de l'ordre de 15 000 emplois à peu près en France et 35 000 en Europe, mais je pense que c'est un peu réducteur, parce que ça ne représente que les gens qui travaillent exclusivement dans des industries spatiales. Oui, en fait, il y a l'aéronautique. En général, c'est compté avec, et c'est vrai qu'on a du mal à voir la frontière entre l'aéronautique et le secteur spatial. En plus. Stéphanie ? Pardon, excusez-moi. Effectivement, alors à l'ISAE Supaéro, on forme des ingénieurs qui vont avoir un profil qui est aussi bien aéronautique que spatial, puisque c'est le positionnement de l'école. Et les étudiants, vous allez avoir ceux qui vont avoir l'envie de se spécialiser vers l'aéronautique ou le spatial, ou ceux qui n'ont pas envie de prendre de décision et qui vont pouvoir passer de l'un à l'autre. J'ai souvent l'habitude de prendre... de donner l'image que l'aéronautique, on va être plus sur la production de chaînes et avec en grand nombre, puisque les avions, on va les fabriquer en plus grand nombre, alors que pendant très longtemps, le domaine spatial était sur la fabrication de modèles qui étaient uniques et spécifiques, dépendant de chacune des missions. Donc c'était... Alors ça, c'est une des grosses différences dans l'état d'esprit et les méthodes de travail. Après, on va avoir l'environnement spatial qui est très différent de l'environnement aéronautique, donc qui va avoir des contraintes sur la conception qui va être différente. Mais on va faire appel aux mêmes grandes de sciences et même domaines de connaissances et de compétences. Bien sûr. Ce que je pourrais rajouter peut-être vis-à-vis de ça, c'est que donc on prévoit que ce nombre va augmenter assez sensiblement du fait de ce qu'on disait d'abord, donc du fait que le spatial diffuse dans d'autres domaines, et deuxièmement, on en parlera peut-être après, donc de fait donc de la réduction des coûts liés au New Space. Oui, on va en parler de cette mutation. Notamment, voilà. Forcément. Et donc, de ce fait-là, on prévoit donc une augmentation importante, et donc on forme de plus en plus d'ingénieurs au spatial. Donc c'est pour ça, notamment qu'au niveau Estaca, on a une formation nouvelle qu'on va mettre en place prochainement pour faire face à ces demandes croissantes dans le domaine du spatial, quoi. Alors justement, vous en avez parlé de ces mutations. C'est la génération de demain, en fait, que vous formez dès aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous avez le pouvoir, dans ces écoles-là, de changer ce qui doit être changé dans le secteur spatial. Premier exemple, par exemple, c'est la diversité. Est-ce qu'on manque de femmes dans le secteur spatial, plus que dans d'autres secteurs? Stéphanie ? Alors, plus que dans... Alors, je vais reprendre effectivement votre question parce qu'elle est complètement légitime et c'est un sujet sur lequel j'implique beaucoup d'efforts parce qu'effectivement, on a une constante à l'école. Ce qu'on a remarqué depuis la création, donc depuis plus de 100 ans, l'école a été créée il y a plus de 100 ans, depuis qu'il y a des jeunes filles à l'école, on n'a que 15% de nos promotions qui sont des étudiantes. Donc, c'est un nombre qui varie très peu depuis l'arrivée des premières jeunes filles. Donc ça, c'est une question que l'on essaye de résoudre et d'attirer effectivement plus les filles vers nos domaines. Ce que je remarque aussi, c'est par répondre à la question de tout à l'heure par rapport à l'aéronautique, on a plus de jeunes filles qui s'orientent dans le spatial plutôt que l'aéronautique. Mais ça reste des domaines d'activité qui les attirent moins. Alors, comment on change les choses, Didier? Alors, oui, je voulais simplement compléter ce que disait Stéphanie. C'est vrai que ça change peu. Moi, je sais que j'ai fait mes études donc là, à Centrale il y a un certain temps. Et à l'époque, c'était déjà de l'ordre de 15 à 20% de filles. Et force est constatée qu'aujourd'hui, c'est toujours à peu près le même chiffre. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc rien n'a été fait? Alors pourquoi les filles sont moins... Je pense que c'est plus un problème. C'est pas lié au spatial. Je pense que c'est la technique de manière générale. C'est pas que dans les écoles qui traitent du spatial. C'est dans toutes les écoles d'ingénieurs qu'on a ce déficit en... Donc c'est un problème Comment on s'empare du sujet alors? Sociétal. Je pense que c'est pas lié
à la formation technique elle-même, c'est bien avant, je pense que ça se passe. Oui. C'est une question de culture, d'éducation. D'ailleurs, pour illustrer un peu ça, donc on fait donc tous les ans donc Ariane Group donc une semaine, on participe à la semaine mondiale de l'espace. Et donc j'ai fait en début de mois donc des interventions dans des en cours moyen, donc pour essayer donc de diffuser un petit peu donc cette envie de travailler dans le domaine spatial. Donc je ne sais pas si je verrai dans quelques années si ça portera ses fruits, mais en tout cas voilà, c'est un peu dans des actions, je dirais très amont, qu'on peut éventuellement faire ce type de changer un peu les mentalités à ce niveau. Oui. Stéphanie, encore un mot sur ce point, comment changer les mentalités et attirer les femmes et leur montrer qu'elles ont leur place aussi dans cette filière? Alors effectivement, je fais partie d'une association qui s'appelle OSE l'ISAE, qui est un programme d'égalité des chances dans lequel nos étudiants de l'école vont vers les collégiens, les lycéens, pour leur donner envie justement d'aller vers des carrières scientifiques. Et donc on va notamment chercher des enfants qui n'ont pas forcément accès aux sciences dans leur environnement quotidien. Et on a effectivement une action spécifique autour des filles avec ce qu'on appelle des journées campus au féminin ou du tutorat. Par exemple, là, j'interviens dans des collèges pour leur parler de mon parcours, pour discuter des difficultés que cela peut engendrer et leur montrer que c'est faisable et que c'est accessible à partir du moment où on est motivé, passionné, mais que c'est pas plus difficile pour un homme ou pour une fille. Et c'est pour ça que j'aime bien que dans nos actions, on emmène des jeunes filles, mais aussi on emmène beaucoup d'étudiants garçons, je dirais, pour répondre à toutes ces questions-là et leur montrer que tout le monde a tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, exactement. Autre enjeu sur lequel vous pouvez intervenir, ou vous devez intervenir, puisque de toute façon la mutation est là, c'est sur le sujet de l'environnement. L'industrie même du spatial est en train de s'adapter à ces nouveaux enjeux pour répondre à l'urgence climatique. Alors comment dans vos formations, on retrouve cette notion qui est en train de transformer de toute façon la façon dont on pense l'industrie spatiale? Exactement. Donc dans le spatial déjà donc va vers quelque chose de plus vert et de plus écologique. J'en prendrai pour exemple donc les journées R&T, donc Ariane Group, qui ont lieu aujourd'hui et demain. Et le thème de ces journées, c'est Clean Sky et Green Propulsion. Donc ça montre bien tout l'enjeu qu'on a dans le domaine spatial pour l'écologie. Donc c'est clair que je vous ai parlé de nouvelles formations qu'on est en train de mettre en place. Cette formation devra faire une bonne part donc, à tout ce qui est donc, plus écologique, plus vert. Alors, ça va depuis... on pense tout de suite aux problèmes liés donc, aux débris dans l'espace, etc., qu'il va falloir... qui ont tendance à augmenter et qu'il va falloir réduire, c'est clair. Hein, donc, il y a les méthodes de propulsion aussi. Alors, des propulsions plus vertes aussi, ça fait plus partie. Vertueuses. Voilà, choisir l'hydrogène vert plutôt que... Voilà, donc l'hydrogène, on utilise déjà, mais effectivement, il faut le verdir un peu plus peut-être dans sa production. En fait, je pense que l'enjeu, il est plus au niveau aujourd'hui de la production elle-même, donc dans les usines. Donc, oui, mais pour ça, il faut éduquer donc, cette nouvelle formation pour qu'elle pense de cette façon-là, pour qu'elle amène de nouvelles idées qui soient dans le sens de l'environnement. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. Hein. Donc l'ESTACA a une action assez volontariste de mettre des formations donc, sur ces domaines donc écologiques, dans toutes les filières, hein, que ce soit automobile, aéronautique, mais ferroviaire, mais aussi spatiale. Hein, on met ça donc, on avait déjà des cours dédiés sur les débris, mais on va essayer de développer encore plus cette formation. Oui. Stéphanie, idem chez ISAE Super-Héros. La formation spatiale ISAE Super-Héros est beaucoup plus ancienne, effectivement, et donc c'est des sujets qui sont déjà intégrés depuis très longtemps dans nos formations. Alors si on parle des débris spatiaux, par exemple, c'est des enseignements
que l'on dispense dans différentes thématiques, que ce soit par exemple dans les cours de mécanique spatiale pour comprendre les trajectoires des débris, mais également dans tout ce qui est conception satellite et lanceur, où là on va voir comment on s'en protège. Mais c'est vrai qu'on a été interpellé par nos étudiants qui nous ont dit c'est pas assez, on en veut plus. Donc effectivement, nous sommes en train de déployer des nouvelles formations autour des nouveaux enjeux. Donc ça, dans les différents types de formations, autour non seulement des débris, mais également beaucoup autour de tout ce qui va être, c'est ce que soulignait Didier, tout ce qui va être les lanceurs plus vertueux. Et afin d'aller encore plus loin, en fait, déjà, on garde certains étudiants en thèse et on a des sujets de thèse sur ces thématiques-là. Donc, une thèse, c'est une continuité de formation. Donc, c'est un pas entre la formation et la recherche. Donc, on a plusieurs thèses dans le SAC Lab, donc l'équipe que j'anime autour de ces sujets-là, comment avoir un espace plus propre. Et grâce à ces thèses-là, on va impliquer nos étudiants dans des projets de recherche. Et donc, ils vont contribuer à faire avancer ces réflexions-là et eux à se former. Donc, c'est par ce biais-là, en fait, à travers les différents projets, que ce soit des projets de recherche ou des projets d'ingénierie, on les amène à réfléchir et à se former à ces thématiques-là. Alors, on a parlé du New Space tout à l'heure. C'est un sujet incontournable désormais. On parle de constellations, de nanosatellites, on parle de fusées réutilisables, on parle aussi du downstream. Vous parliez tout à l'heure du digital. On retrouve cette notion de plus en plus de mettre à profit les data dans le secteur spatial. Est-ce que les écoles d'ingénieurs sont adaptées à cette nouvelle vague qui va demander peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles façons de penser, des nouvelles approches, des start-upers plutôt que des ingénieurs parfois. Enfin, voilà, est-ce que l'organisme de formation qui existe aujourd'hui est prêt pour accueillir cette nouvelle vague ? Pour moi, comme vous dites, c'est incontournable. Hein, donc, c'est l'espace de demain. On voit très bien que, à côté des entreprises traditionnelles comme Ariane Group, il y a de plus en plus de start-up qui naissent. C'est un besoin, une volonté donc d'intégrer ces start-up. On voit par exemple Ariane Group, malheureusement aujourd'hui, diminue ses effectifs. Oui. Donc on forme de plus en plus d'ingénieurs dans le domaine spatial. Beaucoup vont aller vers ces nouvelles structures. Donc il faut les préparer à ça. Hein. Donc c'est clair. Hein. Et en plus, ils sont de plus en plus à l'aise dans le digital aussi, donc ils vont mettre en œuvre tout ce qui est leurs compétences digitales dans ce domaine-là. Ça va permettre aussi, en principe, de réduire les coûts d'accès à l'espace. Bien sûr. Donc, mécaniquement, d'augmenter donc ceux qui auront recours à l'espace. Donc tout ça, ça fait un peu boule de neige. Hein, donc va augmenter le nombre des personnes qui vont travailler dans le domaine spatial. Donc il ne faut pas rater ce passage-là. Donc voilà. Donc on l'a senti côté Staka et on va mettre le paquet dans les formations qu'on met en place. Oui. Stéphanie, alors ça va peut-être pas vous plaire comme question, mais est-ce qu'il va être absolument indispensable de passer par une école comme la vôtre, une école d'ingénieurs, pour faire partie de ce secteur spatial demain ? Alors, juste en complément de la réponse... On est sur la conclusion, on arrive au bout. D'accord, non, c'était juste, voilà, pour moi, non, mais ça n'a jamais été le cas non plus dans toute l'histoire de la formation. En fait, il faut tout type de profil et les écoles sont un des acteurs et des acteurs importants de ce domaine-là, mais je pense que non, au contraire, plus il y a de diversité et de profils complémentaires, mieux on fera avancer ces sujets-là. Il faut des points de vue différents et des approches différentes. On conclut, si on veut devenir astronaute, on va dans quelle école ? J'aurais envie de dire, forcément, j'ai envie de dire super-héros. Mais, il y a un exemple. Oui, il y a plusieurs exemples parce que, certes, Thomas a été diplômé de super-héros, mais on a aussi, dans la promotion actuelle, il y a Luca Parmitano qui a été aussi diplômé de super-héros, Samantha Cristoforetti qui a fait un stage chez nous, Jean-François Clairvoy qui, après Polytechnique, est venu à super-héros comme école d'application. Donc ça aide un petit peu d'être ingénieur quand même.
Oui, voilà. Ça aide un petit peu. La nouvelle campagne, on voit bien que l'ESA s'est positionnée sur d'autres types de nouveaux profils. Oui, c'est vrai. Et sur une plus grande diversité aussi, on a pu le remarquer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci Stéphanie Lizy d'Estrée d'être venue à distance participer à cette discussion. Merci également à vous Didier Gignac. C'est la fin de cette émission Smart Space dans laquelle on a pu découvrir comment les acteurs de demain dans le secteur spatial seront formés. On reviendra évidemment ensemble sur le sujet. C'est la fin également de votre émission Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart.